Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire l'avant-match. On va parler du match de dimanche soir. Le choc de ce week-end entre le Barça et l'Atlético Madrid. Le Barça qui se déplace sur la pelouse de l'Atlético Madrid. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est une sacrée affiche, un sacré choc encore qu'on s'apprête à vivre ce week-end. Juste avant de partir en trêve, vous avez dû voir un peu peut-être la convocation de l'Espagne. Passé, il y a pas mal de joueurs du Barça, Lamine, Pedri, Inigo Martinez qui a été sélectionné, il y a Casado encore, il y a pas Baldé, il y a pas Gavi. Bon, Gavi en ce moment c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus étonnant pour Baldé, mais bon, voilà, on va pas parler de ça en soi, mais bon, voilà, vous le savez, il y a la trêve qui arrive après ce week-end là, et on finit en beauté avec un déplacement sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Donc l'Atlético, on sait déjà, on a un peu de mal. On a un peu de mal face à eux. On l'a vu en fin d'année où on avait perdu. Oui, à domicile contre eux. Donc 2-1 si je ne m'abuse. Ça avait été un match assez plaisant à voir, mais en termes de résultats en tout cas, on avait sombré en fin de match et on avait perdu ce match-là. La dernière fois qu'on les a affrontés, c'était en Coupe d'Espagne et encore une fois, ça avait été un match plutôt spectaculaire et un sacré spectacle déjà pour les amoureux du football, mais surtout encore une fois, un Atlético Madrid qui vient nous embêter en fin de match et voilà, nous mettre des buts tout simplement. Donc on le sait, on est prévenu, l'Atlético Madrid, il joue de la première à la 95e minute, tout ce que vous voulez, jusqu'à la dernière seconde. On sait qu'ils peuvent être dangereux et on l'a vu, jusqu'à la dernière seconde, on peut se faire éteindre par ce diable de Sorloth. Donc vous avez dû voir un petit peu la Ligue des Champions cette semaine, le Barça donc qui s'est qualifié face à Benfica et le Real Madrid qui s'est qualifié face à l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui s'est fait éliminer donc au penalty, donc ça c'est une bonne chose pour nous parce qu'ils ont joué un jour après nous et en plus de ça ils sont allés en prolongation. Il y a toute cette usure, on va dire, mentale et physique pour côté Atlético Madrid. Ça veut pas dire qu'ils seront beaucoup plus fatigués que nous ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, il y a ce petit avantage-là, on va dire. Donc d'un côté, c'est un avantage, d'un autre côté, c'est aussi une motivation en plus pour l'Atlético Madrid, qui, à l'instant T, est 3e de Liga, qui s'est fait sortir de Ligue des Champions et qui va évidemment tout miser sur la Coupe d'Espagne et la Liga, évidemment. Donc la Liga, il joue contre nous là, et la Coupe d'Espagne, il la joue aussi contre nous. Donc il y aura peut-être cette motivation, ce discours aussi du coach, on connaît un peu Diego Simeone, et il y aura peut-être ce discours chez le coach qui va essayer de rebooster ses joueurs justement pour essayer de tourner la page Ligue des Champions et de se focus là à l'instant T sur la Liga. Donc on aura peut-être un Atlético, une sorte de bête blessée, tu vois, qui sera peut-être encore plus dangereuse que si elle avait été qualifiée, peut-être. Je ne sais pas, mais bon, c'est une possibilité, disons. Vous avez dû le voir, le penalty, tout ça, annulé. Julian Alvarez, ça a fait énormément de bruit. C'est vrai que je trouve ça assez étonnant. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'ils ont mis très très peu de temps à annuler en fait le tir au but. Ils ont visionné les images et ils ont dit ok, c'est bon. Moi, j'ai beau regarder la vidéo pendant des heures et des heures, je sais pas combien de fois d'affilée. C'est vrai que je trouve pas ça évident, le contact du pied, tout ça. Bon, bref, ce n'est pas le débat, mais c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit et je pense que ça va faire beaucoup de bruit en Espagne, ce truc-là. Il y a mon chat qui est en train de... Allez, passe le bonjour. Voilà. Donc oui, ça va faire beaucoup de bruit en Espagne, évidemment, mais je ne sais pas si ça va déconcentrer cette équipe de l'Atlético Madrid avant de nous affronter, mais c'est vrai que ça peut rester un petit peu dans la tête des joueurs. Donc l'Atlético, c'est une équipe qui évidemment pose un gigabus. Quand on joue contre eux, c'est le bus total. Ça les a pas empêchés de nous marquer quand même 4 buts la dernière fois. Ça nous a pas empêché d'en mettre 4 non plus. On se rappelle quand même, on avait marqué pas mal de buts sur coup de pied arrêté, sur corner. Donc ça peut être une arme qu'on peut avoir un petit peu plus, une option en plus qu'on a dans notre petite besace offensive. C'est vrai que le Barça, généralement, c'est une équipe qui marque très peu sur coup de pied arrêté. Et la dernière fois, contre l'Atlético, c'est vrai qu'on avait mis beaucoup pour le coup. Donc quand on regarde un petit peu le classement, on voit que bon, on
on est à seulement un point de plus que l'Atlético Madrid et on est à égalité de points avec le Real Madrid qui sont deuxième, mais on a un match en moins à jouer parce que vous le savez très bien, le week-end dernier contre Osasuna, le match n'a pas pu se jouer parce qu'il y a eu un décès du membre du staff médical, là, d'un des membres quoi. Donc voilà, le match n'a pas pu se jouer, ce qui fait qu'on a un match en moins évidemment. Donc rien ne sera joué sur ce match-là, mais c'est vrai que ça serait pas mal d'arriver à se détacher un peu de l'Atlético Madrid au classement en ayant un match en moins. Ça nous permettrait déjà d'avoir un petit joker, mais d'un côté aussi, si on gagne le match en retard, d'avoir un peu plus d'avance sur l'Atlético Madrid. Confrontation directe, on sait que la Liga est quand même assez serrée, hein. On sait que l'Atlético, le Real et le Barça, les trois équipes se battent un petit peu en duel, hein. Les trois équipes sont très proches en termes de points, je viens de donner les points. Derrière il y a Bilbao qui a 49 points, ce qui n'est pas non plus énorme en termes de différence de points. Donc on a un championnat de Liga qui pour le coup, ce qui est assez rare quand même, c'est pour ça que je le souligne, c'est assez rare de voir le championnat d'Espagne où t'as les équipes de haut tableau qui sont très proches. Généralement t'as Barça Real, en dessous un peu l'Atlético Madrid et en dessous t'as les autres équipes, elles sont à la ramasse. Et là c'est pas forcément le cas. Donc est-ce que c'est les grosses équipes qui ont moins de niveau ou est-ce que c'est la Liga qui est meilleure? C'est vrai qu'avant on disait que il y avait beaucoup de monde qui disait que la Liga était moins bonne pour essayer de donner des arguments qui les arrangeaient disons. Mais là en l'occurrence je pense que on voit quand même que le Barça est très très fort cette saison et pourtant il n'y a pas une grande différence de points avec les 4-5 premiers, tu vois. Donc est-ce que finalement la Liga ne serait pas excellente comme championnat? C'est magnifique, hein. Donc quand on regarde quand même les derniers résultats de l'Atlético Madrid, eh bien on remarque assez rapidement qu'ils ont perdu leur dernier match de Liga. Et oui, contre Retafe, l'anti-football. Les deux équipes peut-être, c'est sûr même, les deux équipes les plus défensives, en tout cas celles qui encaissent le moins, ont joué l'une contre l'autre. Et Retafe a battu l'Atlético Madrid 2-1 avec un carton rouge pour un joueur de l'Atlético Madrid en fin de match. À noter aussi que d'habitude l'Atlético Madrid il marque beaucoup en fin de match, il renverse le match et cette fois-ci c'est Retafe qui leur a fait le coup. C'est le retour de bâton, hein, le petit karma. Donc la grande question côté Barça maintenant, ça va être un petit peu comment va se retrouver cette équipe en termes de forme déjà, en termes de rythme, en termes de qualitat sur le terrain. Ce qu'on voit actuellement, c'est une équipe qui collectivement est plutôt forte quand même, plutôt costaud. Au milieu de terrain, ça joue très bien. On a retrouvé un milieu de terrain vraiment dominateur, vraiment qui a pris un peu de rythme. On avait Pedri, mais on avait Casado aussi à côté. De Jong a pris la place un petit peu de Casado. En tout cas, ça s'est fait comme ça. Il a pris un peu le rythme des autres et petit à petit il est monté en puissance et là il a un bon niveau. Il y avait Olmo aussi qui est un petit peu sur cours alternatif on va dire. Olmo c'est un peu compliqué, des fois il est blessé, voilà, des fois il revient, il est pas trop bon, il va faire un match génial et puis après il va avoir une petite rechute de blessure et ainsi de suite. Donc on sait qu'avec Olmo c'est un peu plus compliqué, il est pas hyper régulier vraiment, il va pas sortir des bêtes de match sur des bêtes de match. Voilà, c'est un peu plus irrégulier pour lui. Maintenant la grande question c'est de savoir si Olmo doit jouer au milieu de terrain ou est-ce que Olmo doit jouer en attaque. Parce que s'il y a bien une question qui fâche, c'est la forme actuelle de notre très cher Robert Lewandowski. Actuellement, Lewandowski c'est assez compliqué, il marque pas énormément de buts, le Roberto, contre Benfica déjà match aller-retour, il n'a pas marqué un seul but. Il a marqué, la dernière fois qu'il a marqué, bon c'était le 2 mars, hein, donc c'était pas, il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 12 jours, bon ça fait quand même un petit peu 2 semaines à peu près. C'était contre la Real Sociedad, il avait mis un but, je crois que c'était le dernier but peut-être, c'était le 4e but. Et après il avait marqué quand même contre l'Atlético Madrid aussi, hein, le 4-4, il avait mis le 4e but. Sinon après il avait marqué contre le Rayo Vallecano, il avait mis un penalty, ça c'était le 17 février. Après avant il a marqué contre Séville le 9 février, voilà. Après c'est un peu compliqué quoi. Disons il marque beaucoup moins qu'en début de saison. Et puis même sans parler des buts, c'est même pas ça qui me dérange le plus, je l'ai déjà expliqué, je vais pas me répéter éternellement, mais c'est vrai que moi ce qui me pose vraiment problème c'est dans le jeu et à quel point il ralentit un petit peu ce jeu et des fois il y a des séquences où tu lui donnes le ballon et il va pas faire le bon choix, il va trop garder le ballon, il va revenir en arrière, il va essayer de protéger, on sait pas trop ce qu'il fait. Il y a l'équipe qui joue, t'as l'impression que tout le monde rame dans le même sens, tu vois, et t'as l'impression que t'as Lewandowski qui rame
un peu un peu n'importe comment ou dans le mauvais sens, et du coup ça nous donne un Lewandowski qui est un petit peu déconnecté de l'équipe en fait. Et ça me dérange un petit peu parce que ça peut te gâcher certaines occasions, tout ça. Donc déjà il y a ce problème là dans le jeu pour Robert Lewandowski, mais en plus de ça, s'il commence à perdre un petit peu en efficacité ou à moins marquer que ce qu'il faisait avant, là ça devient problématique, parce qu'à la limite si il joue pas comme ses coéquipiers, il fluidifie pas le jeu, il ralentit un peu le jeu, mais que devant il continue à être efficace, à marquer des buts, à la limite c'est pas très grave, tu vois, parce que avant tout ce qu'on demande à un buteur c'est de marquer. Maintenant si il y a le côté jeu qui est un peu compliqué, et si en plus de ça il commence à galérer devant les cages, là ça devient problématique. On a vu son dernier match contre Benfica, il a eu des occasions, mais ces occasions là normalement Lewandowski il l'aimait, c'est ça le truc. Il se retrouve dans la surface avec des ballons, normalement il envoie des frappes, on connaît un peu Robert Lewandowski, on a vu son palmarès, on connaît son pédigré au monsieur. Et là se retrouver avec des ballons qui potentiellement peuvent être dangereux pour un Robert Lewandowski, on dirait que tu donnes un ballon à, je sais pas, je vais pas donner de nom, mais on dirait que tu me donnes un ballon à moi, voilà. On dirait que tu me donnes un ballon à moi, d'un coup je rentre sur le terrain et qu'est-ce que je fais avec le ballon? Je tire et je fais une vieille frappe tout écrasée là. C'est pas normal. Moi ça serait normal, mais Robert Lewandowski c'est pas normal. Donc j'en attends plus. Est-ce que ça sera son réveil? Est-ce qu'à un moment donné il va se réveiller? Parce que dans les grands matchs comme ce week-end, les gros chocs comme ça, on attend un grand Lewandowski. Maintenant, est-ce qu'il sera titulaire ou pas? Ça, c'est la grande question. Mais du coup, on va passer à la composition d'équipe, les amis. C'est parti. Voici donc mon 11 pour le match, pour le choc de ce week-end. Donc pas de Lewandowski pour ma part. Maintenant, vous le savez très bien, Lewandowski sera titulaire et on aura probablement la même équipe que contre Benfica, mais avec Cubarsí titulaire, je pense. Voilà, ça c'est mon avis sur ce que devrait faire Flick. Maintenant, moi, je partirais plus avec un Olmo en faux neuf, retenter cette expérience-là, voir ce que ça peut donner, et surtout avoir un Casado au milieu de terrain qui va être assez agressif dans le pressing, parce que c'est un peu ce qui nous avait manqué dans le dernier match contre l'Atlético. Il nous avait manqué un petit peu d'agressivité au milieu. La dernière fois on avait De Jong, Pedri, Olmo au milieu de terrain, et bon je dis pas que c'était mauvais en soi, mais on se souvient d'un Atlético Madrid qui arrivait à jouer quand même assez vite et qui nous avait fait des dégâts en début de match, surtout en jouant en une touche, tout ça, en se défaisant d'un pressing assez facilement, et techniquement c'était assez propre de la part de l'Atlético. Donc pourquoi pas avoir un petit mec comme Casado qui est assez agressif au milieu de terrain et qui peut libérer aussi certaines tâches défensives, pas forcément toutes les tâches défensives, mais certaines, à Pedri et à Frenkie, ça pourrait être sympa. Non pas que Pedri ne récupère pas de ballon, parce que même avec Casado, Pedri récupérait énormément de ballons. On va passer Frenkie plutôt à gauche et Pedri plutôt à droite, parce qu'on sait que quand il y aura un double pivot, ça va plus, De Jong va plus descendre de ce côté-là, je pense, et Casado restera ici. Donc en termes d'animation, je pense qu'il y aura probablement des fois, oui, un double pivot comme ça. Peut-être qu'on sortira un petit peu les ballons par moment comme ça. Mais quand on attaquera, je pense quand même qu'on sera plus ou moins comme ça, avec vraiment un seul 6. Parce que Olmo, on le sait, il va descendre ici en faux neuf. Donc ce qu'on va avoir, c'est des appels des ailiers dans le dos. Évidemment, si on joue avec un faux neuf, si on joue pas avec un faux neuf, les amis, si on joue pas avec Olmo ici, il y aura pas forcément d'appels dans le dos de la défense, ou en tout cas dans le dos, on va dire, d'Olmo entre guillemets. Mais si on joue avec Olmo en faux neuf comme ça, qui redescend, eh bien, on aura des milieux comme ça sur le côté, un 6, les ailiers qui rentrent ici, qui font les appels dans le dos de la défense, et les latéraux qui prennent le couloir ici avec les défenseurs qui montent assez haut, comme ça. Ce qui est bien avec Cubarsí et Inigo Martinez, c'est que en termes de relance, c'est top qualitat, et pas besoin, on va dire, d'un De Jong pour venir sortir les ballons. Au contraire de quand il y a par exemple Araujo en défense, là forcément Araujo il a un peu plus de mal, donc ça veut dire qu'il a besoin un peu plus d'un coup de main. Maintenant, si on a un mec comme Cubarsí derrière, plus Inigo Martinez, on a vu les relances d'Inigo contre Benfica, c'est top. On connaît Cubarsí aussi, on connaît les deux, de toute façon ça relance généralement très bien. Donc pourquoi pas avoir un milieu comme ça. Bon, on peut même mettre Frenkie de l'autre côté, à la limite on s'en fout, parce qu'on sait que Pedri il aime bien quand même jouer à gauche, De Jong aussi je crois, mais bon bref, en tout cas peu importe. Mais voilà comment moi je verrais les choses, avoir un losange comme ça, assez technique, Pedri, Casado, Frenkie, Olmo, même si Casado est un petit peu moins évidemment technique que les autres, mais déjà avoir le trio
trio comme ça, Pedri, Olmo, Frenkie, c'est pas dégueu. Sachant que quand tu fais un petit triangle comme ça, c'est sympa, et de triangle inversé de l'autre côté, t'as Rafinha, Olmo, Lamine, et les combinaisons entre Pedri, Olmo, Frenkie, Lamine, Rafinha, comme ça peut être assez sympathique. Il peut y avoir un jeu en une touche, un jeu assez rapide. Le fait qu'Olmo redescende au cœur du jeu un petit peu en faux 9, numéro 10, eh bien ça serait un rôle assez parfait pour lui, on va dire. Il nous l'a déjà montré par moment dans la saison. C'est pas arrivé énormément de fois qu'il joue à ce poste-là, mais quand il a joué, il a montré toutes ses qualités et ce qu'il pouvait apporter dans ce système-là. C'est-à-dire de la fluidité dans le jeu, du jeu en une touche, des contrôles orientés qui peuvent accélérer le jeu aussi et casser un pressing. Tu peux lui donner le ballon dos au but, il va potentiellement soit garder le ballon, soit remiser sur les milieux de terrain ou sur le 6, mais remiser sur les milieux qui sont à côté de lui, qui sont face au jeu, ou alors et donc de mettre un peu de vitesse et pas contrôler la balle et faire je sais pas quoi et machin. Non, ça sera assez rapide comme jeu, et si jamais il fait pas de passe, il peut faire des contrôles orientés et se retourner rapidement pour se mettre face au jeu. Et ça peut être très intéressant. Et puis on sait que dans les petits espaces, on sait qu'Olmo il s'en sort très bien, parce qu'on connaît la défense de l'Atlético Madrid, mais si Olmo il redescend un petit peu entre ce milieu et cette défense, il sera au milieu de beaucoup de joueurs, donc ça peut compliquer la tâche. Oui, ça pourrait compliquer la tâche à un mec comme Lewandowski, même à un mec comme Ferran Torres qui redescend un petit peu s'il joue à ce poste, ça lui compliquerait un peu la tâche, parce qu'on sait que c'est pas des mecs qui sont hyper précis techniquement, alors qu'Olmo dans les petits espaces, on sait déjà ça fait beaucoup de dégâts. Imaginez un Casado qui fait sa passe sur Olmo qui remis sur Pedri ou sur Frenkie, et un Rafinha ou un Lamine Yamal qui part dans le dos d'Olmo et dans le dos de la défense. Franchement, en termes d'animation, on n'est pas dégueu sur le papier, en tout cas. En théorie, ça peut être sympathique. Maintenant, à voir ce que ça donne en vrai. Moi, je milite un petit peu pour ce système-là, et j'aimerais vraiment l'installer sans vouloir mettre totalement de côté Lewandowski. Mais actuellement, Lewandowski n'est pas assez bon pour moi, pas assez en forme pour que le Barça atteigne vraiment ses objectifs. C'est pour ça que j'aimerais tester aussi cette variante et de savoir déjà définitivement, on va dire, que si Lewandowski vraiment devait être vraiment encore pire que ce qu'il est actuellement, qu'est-ce qu'on aurait comme solution? Est-ce que cette solution-là, avec Olmo en faux neuf, serait viable? Vraiment. Après, maintenant, comme on l'a déjà évoqué les problèmes de ça, c'est que si on compte sur Olmo vraiment en faux neuf, s'il se blesse, c'est fini. T'es obligé de retourner comme avant avec Lewandowski. Donc en fait, tu peux pas baser vraiment, te dire que ça, c'est ton animation, quoi. C'est ça un peu le problème. Voilà, c'est tout pour ma compo, c'est tout pour mon avant-match. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Je sais pas ce que vous pensez un peu de la composition d'équipe. Je sais qu'il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions autour de Lewandowski, principalement parce que le reste, on sait que c'est très fort. On a un Baldé qui monte énormément en puissance là, ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'il sera aussi en forme là ce week-end qu'il ne l'était contre Benfica. Inigo Martinez, et j'ai l'impression qu'il fait la saison de sa vie. Il est convoqué à nouveau avec l'Espagne, ça faisait un bon moment qu'il n'avait pas été convoqué. Il est sur un grand moment, ça fait vraiment plaisir pour lui aussi, parce que tu vois que c'est un mec qui a vraiment une bonne mentalité, tout ça. On sait que la défense, elle fonctionne très bien. Cubarsí, Nico Martinez, Baldé qui monte en puissance, Koundé aussi qui reste quand même très régulier, généralement assez solide, même si des fois il peut passer à côté, ça reste un gars sûr. C'est un gars sûr, Koundé. Donc voilà, déjà on a notre défense qui est assez solide. Chesney qui aussi a rassuré énormément les supporters, mais aussi sa défense petit à petit. Casado qui a fait un très bon début de saison, puis qui s'est fait petit à petit remplacer par De Jong, qui au début n'était pas forcément très bon, et puis là qui monte en puissance et qui est à nouveau un joueur qui est à nouveau devenu un joueur très important au milieu de terrain. Un Pedri aussi masterclass. Olmo, on sait qu'il a quelques fulgurances aussi qui peuvent vraiment apporter des choses différentes à cette équipe. Lamine Yamal, le génie. Rafinha qui est monumental, il fait la saison de sa vie aussi. Donc on a vraiment une équipe dans la globalité qui est vraiment très forte, et on peut avoir beaucoup d'espoir pour cette équipe. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de débats autour de Lewandowski. On se retrouve donc dimanche les amis. Demain je suis en off, je vais un peu me reposer. Je sortirai peut-être une vidéo gaming classique. Bon, enfin bref, on verra. Mais sinon, on se retrouve donc dimanche, 1 heure avant le match, en live, et puis après pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end.